Tiromanie dans les mythes du docteur Honoris Causa. Ah, c'est le premier ministre, chef de gouvernement. Anatole Kolinet Makasso. Anatole Kolinet Makasso. Les éloges académiques et politiques adressés à Anatole Kolinet Makasso par le professeur Charles Moumouni. Les éloges académiques et politiques adressés à Anatole Kolinet Makasso par le professeur Charles Moumouni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le représentant du Premier ministre de la République du Sénégal, Général Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le général, chef d'état-major, général des armées, Monsieur le directeur de l'Institut de défense du Sénégal, cher maître Emmanuel Collier, chers invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de prononcer les éloges académiques de notre éminent impétrant, Son Excellence, Monsieur Anatole Kolinet Makasso, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Congo. J'aurais aimé être avec vous en présence physique dans cette salle pour m'acquitter d'une tâche aussi lourde qu'exaltante devant le représentant du Premier ministre du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Ousmane Sonko, à qui je voue beaucoup d'admiration. Mais les circonstances ne m'ont pas permis de faire le déplacement de Québec à Dakar, une ville à laquelle je suis pourtant très attaché. C'est avec une grande humilité et un sens élevé de la mission que j'assume à distance mon rôle de rapporteur du jury. Il me tient à cœur d'adresser mes meilleurs remerciements aux distingués membres du jury, le professeur Babacar Bouba Diop, professeur titulaire émérite de classe exceptionnelle à l'Université Cheikh Anta Diop, professeur associé au CEDS de Dakar, président de notre jury. Professeur Babacar Gueye, professeur titulaire émérite de classe exceptionnelle à l'UCAD, agrégé de droit et de sciences politiques, professeur associé au CEDS de Dakar. Professeur Meïssa Diakhaté, professeur agrégé de droit à l'UCAD, professeur associé au CEDS de Dakar. Et professeur Samba Buri Mboup, ancien ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud et professeur associé au CEDS de Dakar. J'adresse mes remerciements au docteur Babacar Socrate Diallo, directeur général et président du comité d'orientation stratégique du CEDS, ainsi qu'à toute l'équipe du CEDS de Dakar, pour m'avoir associé par tous les moyens à cette cérémonie de remise de doctorat honoris causa. Mes remerciements enfin au général chef d'état-major des armées et à monsieur le directeur de l'Institut de défense du Sénégal qui accueille cette cérémonie. Ma tâche en tant que rapporteur du jury consiste d'abord à vous rappeler la signification du doctorat honorifique que le CEDS de Dakar remet aujourd'hui. Elle consiste ensuite
à vous introduire dans le détail de la glorieuse carrière de son Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makosso, en m'adressant à lui avec déférence. Elle consiste enfin, toujours en m'adressant à lui, à vous rappeler plus particulièrement ses travaux d'ordre scientifique, lesquels justifient amplement la remise de ce diplôme. D'abord, la signification du doctorat honorifique du CEDS de Dakar. Il convient de rappeler que le doctorat honoris causa est un diplôme décerné à titre honorifique par un établissement d'enseignement supérieur à des personnalités éminentes en reconnaissance de l'excellence de leur carrière, de la profondeur de leur œuvre, des services marquants qu'elles ont rendus aux sciences, aux lettres et aux arts, mais aussi et surtout en reconnaissance des services qu'elles ont rendus à leur société, à leur pays, à leur continent et au monde. Comme l'a souligné tout à l'heure le général Biram Diop, représentant du Premier ministre du Sénégal, en soulignant par cette marque de distinction la carrière et l'œuvre de M. Anatole Collinet Makosso, le CEDS de Dakar s'inscrit dans une longue tradition académique qui remonte au XVe siècle. En effet, le premier diplôme honorifique jamais enregistré a été décerné en 1479 à un certain Lionel Woodville par l'université d'Oxford. Le récipiendaire, beau-frère du roi Édouard IV, devint plus tard évêque de Salisbury en Angleterre. Aux États-Unis, c'est l'université Harvard qui l'a décerné pour la première fois en 1773 à John Winthrop, qui en a été le président. Au Canada, ce doctorat remonte en 1828, année à laquelle elle a été remise pour la première fois par l'université de Brunswick. En France, ce titre a pu être conféré pour la première fois en 1918 par l'université Paris-Sorbonne au président des États-Unis d'alors, Woodrow Wilson, pendant son séjour en France. Le doctorat honoris causa du CEDS de Dakar s'inscrit non seulement dans cette longue tradition académique, mais aussi dans toutes les formes de reconnaissance et de distinction dans les traditions africaines. Ce diplôme est un sceptre des connaissances et des savoirs en Afrique. C'est un symbole consacrant l'excellence. C'est un symbole évocateur de la sagesse africaine. Le doctorat honoris causa du CEDS de Dakar est un ankh de l'antiquité égypto-nubienne qui symbolise la vie, la clé des secrets de l'existence. C'est un djed, cette colonne du temple qui symbolise la complétude, la stabilité et l'élévation. C'est un was que remet le CEDS de Dakar au récipiendaire. Ce sceptre, ce bâton de commandement, symbolisant sa maîtrise du champ politique, du champ juridique, du champ social et du champ littéraire au Congo et en Afrique. C'est un symbole de la maths que remet le CEDS de Dakar au récipiendaire aujourd'hui. Ce concept négro-égyptien de la vérité, de la justice et de la solidarité. C'est enfin un symbole de la teranga sénégalaise que remet le CEDS de Dakar, comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le directeur général du CEDS, pour signifier au récipiendaire qu'il sera toujours le bienvenu au CEDS de Dakar, le bienvenu au Sénégal. Excellence, Monsieur Anatole Collinet Makosso, le titre de docteur honoris causa, se déclinant ainsi en de multiples symboles, vous a été décerné en reconnaissance de votre parcours professionnel et académique exceptionnel.
témoignant de votre engagement sur les questions de sécurité, de démocratie et de développement au Congo et en Afrique. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler quelques éléments marquants de votre brillante carrière de titulaire de charge publique, comme l'a déjà fait le général Biram Diop. Votre brillante et fructueuse carrière dans la fonction publique et dans la sphère politique du Congo seule aurait pu vous valoir le titre que nous vous conférons aujourd'hui. Vous avez évolué du poste d'instituteur à celui de Premier ministre du Congo, en apportant une contribution majeure dans 4 domaines clés: la jeunesse, l'éducation, l'administration locale et la magistrature. D'abord, la jeunesse. Vous êtes un exemple pour cette jeunesse, étant le premier ministre du Congo né après les indépendances, puisque vous êtes né le 11 mars 1965 à Pointe-Noire. De la base au sommet de l'État, vous consacrez votre vie à inspirer et à motiver cette jeunesse à la manière de Socrate, en l'invitant à réaliser son plein potentiel. Connais-toi toi-même, dites-vous à cette jeunesse. Il est à noter que 70% des citoyens congolais sont âgés de moins de 35 ans. Depuis 2008, vous êtes le président de la concertation pour l'encadrement de la jeunesse, dont vous vous occupez personnellement du programme de sensibilisation au paradigme nouveau sur le civisme, le patriotisme, l'entrepreneuriat, l'initiative privée et le rejet de l'instrumentalisation politique. Plus important encore, vous avez été ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique de 2011 à 2015. À ce titre, vous avez présidé la conférence des ministres de la Jeunesse de l'Union africaine de 2012 à 2014 et le comité technique spécialisé Jeunesse, Culture et Sport de l'Union africaine de 2014 à 2016. En ce qui concerne l'éducation, vous l'avez à cœur et vous l'avez au cœur. Après avoir passé votre baccalauréat pédagogique en 1986, vous êtes devenu instituteur à Brazzaville. Certes, le temps d'obtenir votre licence en droit public de l'université Marien Ngouabi en 1990. Mais ce premier poste traduit une véritable vocation pour la cause la plus importante pour l'émergence de l'Afrique, l'éducation. Vous l'avez suivi, vous l'avez servi, j'allais dire, non seulement au premier degré en tant qu'instituteur, mais aussi au deuxième degré en tant que professeur de lycée à Brazzaville et surtout au troisième degré comme maître assistant du CAMES à l'université Marien Ngouabi et comme promoteur président de l'Université internationale de Brazzaville, poste que vous occupez depuis 2009. Cet engagement pour l'éducation vous a été reconnu par le président Denis Sassou Nguesso, qui vous a nommé ministre de l'enseignement primaire et secondaire, de l'alphabétisation, de la jeunesse et de l'éducation civique de 2015 à 2016, puis ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de 2016 à 2021. Au vu de vos accomplissements, vous convenez certainement avec le feu président Nelson Mandela que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous êtes aussi certainement d'avis avec le feu président Léopold Sédar Senghor qui déclare, et je cite, « Il y a 3 priorités, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Et même une super priorité, l'éducation. » Pour ce qui est de l'administration locale, vous l'avez dans le sang en tant que fils de l'ethnie Vili de Mvumvu, dans la région de Koilo. Au début des années 1990, vous êtes nommé conseiller puis directeur de cabinet du préfet de cette région. C'est à ce poste que votre destin politique va basculer, mais dans le bon sens du terme. Une rencontre providentielle avec la première dame du Congo vous conduira à prendre la tête de son cabinet pendant 13 ans.
tout en servant durant la même période comme conseiller technique du président de la République. Malgré vos multiples occupations dans les hautes sphères de décisions administratives et politiques dans la capitale politique, Brazzaville, et dans la capitale économique, Pointe-Noire, vous gardez vos pieds sur terre, bien ancrés dans votre commune de Mvumvu, où vous avez passé une bonne partie de votre enfance. Votre livre, Mvumvu, Ensemble, levons-nous et bâtissons, que vous avez publié en 1992, est un véritable cri de cœur pour le terroir. Vous avez consacré 90 pages de publication à plaider pour le développement local et l'insertion de votre commune dans le mouvement de reconstruction amorcé partout dans le pays. Votre souci de l'administration territoriale et du développement local vous a conduit à vous faire élire en 2017 député et conseiller municipal dans la première circonscription de l'arrondissement de Luandjili à Pointe-Noire. Enfin, la magistrature. La magistrature est votre principal corps de rattachement, puisque vous avez obtenu votre diplôme de magistrature de l'École nationale d'administration et de magistrature de Brazzaville de 2000 à 2003, en produisant un mémoire sur le thème le droit positif congolais dans la problématique des crimes internationaux contre les humains. Vous avez exercé en tant que substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville de 2003 à 2011. Comme on peut en conclure, votre carrière politique de fonctionnaire et de magistrat est exceptionnelle. À ces différents titres, vous avez rendu de grands services au Congo et à l'Afrique. Votre visite officielle au Sénégal en ce moment est un autre témoignage de votre engagement. Votre engagement auprès du président Denis Sassou Nguesso dans la cause nationale du Congo et dans la cause continentale de l'Afrique. Les discussions que vous avez eues avec votre homologue du Sénégal ont porté, outre la candidature de M. Firmin Edouard Matoko à la tête de l'UNESCO, ces discussions ont porté sur des secteurs clés de l'émergence du Congo, du Sénégal et de l'Afrique. Secteurs tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, la formation professionnelle et l'investissement. En renforçant l'axe Libreville-Dakar, vous conviendrez avec nous qu'il n'y a de Congo que le Congo, qu'il n'y a de Sénégal que le Sénégal, et qu'il n'y a d'Afrique que l'Afrique, que le reste appartient au grand architecte de cet univers. Mais ce n'est pas seulement l'excellence de votre parcours et de vos réalisations en tant que titulaire et responsable de charges publiques qui a motivé la remise d'un doctorat honoris causa par le CEDS de Dakar. Ce doctorat honorifique vous a été décerné surtout en reconnaissance de vos contributions remarquables aux sciences, aux lettres et aux arts. Membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, vous êtes avant tout un chercheur, un universitaire, un écrivain et un poète, auteur, co-auteur et directeur de plus d'une douzaine d'ouvrages, notamment dans le domaine du droit international et de la science politique. Laissez-moi donc aujourd'hui maintenant de vous parler de vos travaux scientifiques, ces travaux qui sont de haute facture. Après votre diplôme de magistrature en 2003, avec un mémoire sur le droit positif congolais dans la problématique des crimes internationaux, vous avez obtenu de 2005 à 2007 un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, en réalisant un mémoire sur le thème « Le terrorisme, étude d'une violence au cœur des conflits de qualification ». En 2008, vous avez obtenu un certificat d'études diplomatiques de l'Institut d'études diplomatiques du Caire. Vous avez terminé vos études supérieures approfondies par une thèse de doctorat en droit international pénal, soutenue en 2010 à l'Université Paris de Panthéon-Assas sur le thème « Le terrorisme, de l'immunité à l'incrimination, étude juridique d'une violence à réprimer par l'action combinée de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. » Ce profil de formation aussi dense que riche
a fait de vous à la fois un géopolitologue, un pénaliste, un politiste, un constitutionnaliste et un poète de très haut rang. D'abord, le géopolitologue. En vous attribuant le présent doctorat honorifique, le CEDS de Dakar reconnaît que vous êtes une des références de l'Afrique en matière de géopolitique. En effet, depuis 2006, vous êtes le directeur exécutif du cabinet GeoEcostrapol, un cabinet que vous avez fondé à Pointe-Noire pour mettre à la disposition du Congo et de l'Afrique tout entière votre expertise en analyse géoéconomique, géostratégique et géopolitique, ainsi que des bonnes pratiques de veille politique et de veille stratégique. Comme le CEDS de Dakar et votre serviteur, vous avez anticipé depuis fort longtemps les déplacements des plaques tectoniques sur l'échiquier géopolitique mondial. Vous saviez, au tournant du millénaire, que l'Afrique ferait face à de nombreux défis et à de nouveaux défis et qu'elle devrait œuvrer solidairement pour trouver sa place dans la recomposition du monde. Le 25 novembre 2022, l'Association canadienne pour les études de renseignement et de sécurité à CERS de Vancouver vous a accueilli comme conférencier d'honneur de sa rencontre annuelle. Vous y avez présenté les menaces émergentes à la sécurité en Afrique. Cette intervention a fait l'objet d'un article intitulé Emerging Security Threats in Africa, publié en 2023 dans la revue The Journal of Intelligence, Conflict and Warfare. Vous avez examiné dans cet article 3 menaces émergentes affectant le paysage sécuritaire de l'Afrique. Le terrorisme, surtout après le 11 septembre 2001, le trafic de drogue perpétré par le crime organisé et le changement climatique. Votre présentation a mis en évidence le fait que ces menaces émergentes ne doivent pas être considérées comme spécifiques à l'Afrique, mais plutôt comme des menaces globales. Oui, vous êtes un pénaliste historien du temps présent. En vous attribuant le présent doctorat honorifique, le CEDS de Dakar reconnaît vos compétences et vos réalisations en matière de droit pénal et de droit international pénal. Vous êtes un pénaliste témoin expert des atrocités qui ont ravagé votre pays au cours des dernières décennies. Vous en parlez dans 2 ouvrages comme historien du temps présent, sans tabou, sans parti pris, sans idéologie. Votre ouvrage, Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion, cas de la République du Congo, une œuvre de 224 pages publiée en 2019, est une approche scientifique et un témoignage dépassionné d'un sujet très difficile, le génocide des Lari. 12 ans auparavant, en 2007, vous avez écrit un ouvrage de 184 pages sur l'affaire des disparus du beach de Brazzaville et vous en avez fait une mise au point pour l'histoire. Ce livre présente les résultats d'une série d'enquêtes méthodiques et minutieuses qui éclairent d'un jour nouveau le rôle ambigu joué par le HCR, les ONG et la justice congolaise. De façon générale, vous posez un regard critique sur les faits majeurs qui ont marqué l'histoire récente de votre pays. C'est du moins ce que vous faites dans votre livre Droit de regard, témoignage d'un messager du Congo-Brazzaville, ce livre publié en 2005. Dans cet ouvrage de 220 pages, préfacé par votre collègue et compagnon Edith Tambwe Kitenge Bin Kitoko, vous racontez comment la vie politique congolaise donne à voir comme un roman de série noire, avec ses intrigues, ses retournements de situation, ses personnages fantasques et bien sûr ses zones d'ombre. Vous vous arrogez même le droit de critiquer la pratique politique internationale en passant au crible les comportements de grandes puissances et des grandes organisations internationales. Oui, vous êtes un politiste et un politologue. En vous attribuant le présent doctorat honorifique, le CEDS de Dakar reconnaît vos compétences et vos réalisations en sciences politiques, notamment en matière de système partisan, de processus électoraux
et de grands enjeux politiques contemporains au Congo et en Afrique. Votre ouvrage de 352 pages intitulé Parti congolais du travail, le jubilé, connaître son parti pour mieux le servir, ouvrage que vous avez publié en 2019, est certes un témoignage de votre parcours personnel dans le PCT, dont vous êtes membre du bureau politique, mais c'est surtout une approche généalogique, civique et fonctionnelle du plus grand parti politique du Congo qui fêtait son cinquantenaire. Dans le cadre de votre cabinet Géo-Écostrapol, vous avez publié plusieurs ouvrages non partisans sur les processus électoraux, en commençant par l'opuscule de 78 pages que vous avez réalisé en 2009 avec Francky Luemba et intitulé Comprendre les élections, petit traité électoral à l'usage du citoyen francophone. Ce document d'information sur le processus électoral est le résultat de l'exploitation d'une soixantaine de systèmes électoraux dans le monde. Il explique les rôles des différents acteurs, les enjeux politiques, les droits et les devoirs du citoyen. En 2011, vous vous êtes intéressé à la crise électorale de la Côte d'Ivoire et avez dirigé un ouvrage collectif intitulé Côte d'Ivoire, de l'impasse au chaos, quelle issue? Ouvrage avec les contributions de Roger Yanga, Francky Luamba, Michel Mongo, Méthode Goma, Sidney Adoua et Edith Tamboué. Dans cet ouvrage, vous avez mis en évidence les dysfonctionnements du système électoral ivoirien en faisant la radiographie du contexte juridique international et géopolitique qui a conduit à la situation de crise électorale et post-électorale. Vous avez fait des propositions de sortie de crise qui demeurent plus que jamais pertinentes en ces temps où la Côte d'Ivoire a encore rendez-vous avec son histoire récente. Vous vous êtes aussi intéressé à la situation de la République démocratique du Congo. Vous avez dirigé en 2007 avec Edith Tamboué un ouvrage collectif regroupant les contributions d'une trentaine d'intellectuels et de politiques du pays et de la diaspora. Cet ouvrage de 276 pages intitulé RD Congo, les élections et après, intellectuels et politiques posent les enjeux de l'après-transition. Cet ouvrage, disais-je, est un plaidoyer pour une nouvelle république en RDC, après l'échec ou le rendez-vous manqué de l'indépendance de 1960 à 1965, après les décennies du moboutisme de 1965 à 1990 et après les 16 années de l'étrange transition qui a causé tant de morts, avez-vous écrit. Vous avez mené dans cet ouvrage une réflexion forte pour le retour des intellectuels dans l'espace public, dans le pays de Yves Valentin Mundimbe. Vous avez tout fait pour clôturer le deuil colonial au pays de Ndombolo. Vous avez fait des propositions concrètes pour refonder le champ politique, pour relever les défis économiques, pour faire face aux enjeux politiques, pour réhabiliter l'éducation et la culture et réorganiser le champ médiatique. Hélas, ce programme novateur et transformationnel attend toujours un début de mise en œuvre en République démocratique du Congo. Oui, vous êtes un constitutionnaliste. En vous attribuant le présent doctorat honorifique, le CEDS de Dakar reconnaît vos compétences et vos réalisations en matière de droit constitutionnel. Votre poste de conseiller du président de la République pendant 13 ans, suivi de vos postes de ministre pendant 10 ans, et votre charge de Premier ministre depuis 4 ans, font de vous un connaisseur phénoménologique de la Constitution. Mais c'est l'ouvrage que vous avez publié seul en 2017 sur le régime consensualiste dans la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, commenté article par article, qui fait de vous, sans conteste, l'un des constitutionnalistes les plus éminents d'une autre Afrique en émergence. Dans sa préface, le professeur Jean Girardon, professeur émérite à la Sorbonne, voit dans cet ouvrage de 442 pages un véritable cours de droit constitutionnel appliqué
qui est à la fois un guide et une référence pour la mise en place du régime consensualiste congolais dont vous êtes l'un des doctrinaires. L'ouvrage présente en première partie l'enjeu de la réforme institutionnelle du Congo en exposant le contexte, la justification et la portée de la réforme, avant de procéder en deuxième partie aux commentaires article par article des 246 articles de cette Constitution. Vous avez expliqué l'esprit, les institutions et la pratique de cette nouvelle Constitution qui rompt avec la succession de constitutions importées ou calquées que le Congo connaît depuis son indépendance. Le Congo a voulu d'une constitution qui ne soit un cadre ni socialiste, comme c'était le cas avec la constitution du 8 décembre 1963, qui ne soit un calque, qui ne soit calqué sur un régime marxiste-léniniste, comme c'était le cas de la constitution du 30 décembre 1969 et celle du 16 juillet 1979, qui ne soit le cas d'un régime gaulliste, comme c'est le cas de la constitution du 15 mars 92, ou alors d'un régime américain, comme c'est le cas de la constitution du 20 janvier 2002. Dans votre ouvrage, vous incitez les pays africains à s'affranchir du mimétisme constitutionnel et à réduire les écarts existants entre le constitutionnalisme d'inspiration exogène et le constitutionnalisme d'inspiration endogène. Mais en même temps, vous vous interrogez avec certains auteurs sur le fait de savoir si nous ne donnons pas trop de crédit aux droits venus d'ailleurs, en reprochant au système institutionnel africain de n'être que des calques des systèmes étrangers. Vous avez sur ce point cité les professeurs André Cabanis et l'éminent professeur Babacar Gaye de notre jury présent dans cette salle, dans leur article Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone, article paru en 2013 dans un numéro spécial de droit sénégalais, revue de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD. Ces auteurs soutiennent que les similitudes entre droit africain et droit étranger ne doivent pas tromper, car ce ne sont pas les juristes africains qui ont copié leurs homologues français. Il s'agit simplement d'une inspiration puisée dans un fond commun aux origines très variées et dont on décèle des traces dans à peu près tous les coins du monde, tous les pays du monde. Et les auteurs d'inciter à faire des généalogies constitutionnelles en reconstituant la succession des influences entre les pays et les régions du monde. Alors, qu'à cela ne tienne, vous avez démontré dans votre ouvrage comment la Constitution congolaise du 15 octobre 2015 repose sur la dense ressource culturelle de l'Afrique, laquelle s'appuie sur des valeurs nobles de partage, de dialogue, de justice et d'initialisation en prenant en compte le rôle prépondérant du chef et de l'ancien, seul détenteur du pouvoir moral, en incluant les institutions précoloniales que sont les royaumes, les chefferies traditionnelles, les confessions religieuses et en assumant en toute responsabilité citoyenne les différences religieuses et ethniques qui ont été hypocritement occultées, avez-vous dit, en citant votre ami Moudoudou. Cette constitution intègre les principes du dialogue symbolisés par l'arbre à palabre, appelé Mbongi ou Loyoué. Vous soutenez, comme le président Denis Sassou Nguesso, dans son ouvrage Le Manguier, le fleuve et la souris, publié aux éditions J.C. Lattès en 1997, vous soutenez comme lui que la palabre africaine est une institution permanente qui permet de tout régler par le consensus au travers des débats en assemblée. Le professeur Jean Girardon a souligné dans sa préface l'originalité de votre ouvrage, en savoir le consensualisme congolais qui inspire le nouveau régime. La nouvelle constitution, écrit-il, vient enraciner les principes de la démocratie universelle dans les valeurs traditionnelles et la culture séculaire du peuple bantou. L'idée d'une gouvernance paritaire et surtout intergénérationnelle plus apaisée et moins conflictuelle que l'alternance générationnelle. Fin de citation. C'est dans cette optique
que cette constitution a créé de nouveaux organes consultatifs permettant, comme le note le professeur Girardon, l'expression de tous ceux dont la parole est respectée, à savoir les anciens dirigeants, les sages, les notabilités traditionnelles, ou la parole de ceux dont la voix doit être entendue, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, l'opposition. Ainsi, outre le Conseil économique, social et environnemental, différents autres conseils consultatifs ont été créés par la Constitution. Le Conseil national du dialogue, placé sous l'autorité du chef de l'État, et les conseils consultatifs spécialisés, à savoir le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, le Conseil consultatif des femmes, le Conseil consultatif de la jeunesse, le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Outre les explications que vous avez données sur ces forces vives du système consensualiste congolais, vous avez mis en lumière dans votre livre comment les collectivités locales, à savoir les départements et les communes, ont été dotées de véritables pouvoirs décentralisés. Dans cet esprit, il convient de souligner que l'article 209 de la Constitution congolaise interdit à l'État d'imputer ses dépenses de souveraineté sur les budgets des collectivités décentralisées. Et l'article 210 de leur conférer de larges compétences, dont voici une liste non exhaustive. Les collectivités locales ont la compétence de la planification, le développement et l'aménagement du département, l'urbanisme et l'habitat, l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la santé de base, l'action sociale et la protection civile, la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes, l'environnement, le tourisme et les loisirs, le sport et l'action culturelle, l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, l'administration et les finances, le commerce et l'artisanat, les transports, l'entretien routier, le budget de la collectivité locale. Voilà la loi qui donc détermine également le régime financier des collectivités locales ainsi que les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale. En publiant votre livre sur la nouvelle constitution congolaise, vous avez fait œuvre utile. Œuvre utile non seulement pour les facultés de droit et des sciences politiques, mais aussi œuvre utile pour l'ensemble des États africains. Votre livre est en résonance avec un ouvrage collectif sur le droit constitutionnel des États africains, co-dirigé par le professeur Maurice Kanto de l'Université de Yaoundé. Enfin, vous êtes un poète et écrivain humaniste. Je ne vais pas citer les ouvrages de poésie que vous avez écrits. Je vais tout simplement mentionner l'ouvrage que vous avez consacré à Edith Bongo, à savoir pour Edith, poésie et témoignage. Je vais citer aussi votre ouvrage Derniers mots, dernières images, hommage à Jean-Pierre Tister Chikaya. Dans ces ouvrages, vos qualités humaines, en tout cas, sont révélées dans toute leur splendeur. Vous verrez dans la version écrite de cette présentation les extraits que je mets en évidence. Alors pour conclure, puisque le président m'invite à le faire, je dis, bon, voilà un peu l'homme à qui le CDS de Dakar décerne un doctorat honoris causa cet après-midi à Dakar. Cet homme est la synthèse des trois ténors de l'intelligentsia sénégalaise. Voyez comme il suit Cheikh Anta Diop dans sa profondeur historique, dans sa conscience culturelle et son amour pour la science. Voyez comment il ressemble à Léopold Sédar Senghor dans son amour pour les lettres, les mots, la poésie, l'éducation et le rôle de l'Afrique dans la civilisation de l'universel. Voyez comment il fait comme Amadou Matambo, le père des Assises nationales du Sénégal, dans son courage de la vérité, dans ses connaissances géopolitiques et dans son sens élevé du dialogue, de la concertation et du consensus. C'est avec un grand honneur que le CDS du Dakar honore cet homme. Je vous remercie de votre aimable attention.
Aumônier de l'émise du docteur Honoris Causa. Ah, c'est le premier ministre, chef de gouvernement. Anatole Kolinet Makosso. Anatole Kolinet Makosso. Les éloges académiques et politiques adressés à Anatole Kolinet Makosso par le professeur Charles Moumouni. Les éloges académiques et politiques adressés à Anatole Kolinet Makosso par le professeur Charles Moumouni. Les éloges académiques et politiques adressés à Anatole Kolinet Makosso par le professeur Charles Moumouni.